L'un des zodiaques les plus mystérieux à nous être parvenus est sans aucun doute celui de Dendera en Égypte, et qui se trouve exposé au musée du Louvre. Depuis sa découverte il y a environ 2 siècles, bon nombre d'archéologues plus ou moins farfelus ont émis l'hypothèse selon laquelle les positions astrales illustrées par ce zodiaque remonteraient à 10 000 ans, certains suggérant même qu'il s'agissait de l'horoscope du déluge. Or, il s'avère qu'après reconstitution astronomique, les positions astrales illustrées sur cet horoscope découleraient d'observations réalisées entre l'an 51 et l'an 50 avant Jésus-Christ, suggérant que ce zodiaque ne daterait que d'environ 2 millénaires. Nous pouvons constater que ce zodiaque d'esthétique pharaonique n'est pas forcément d'origine égyptienne et pourrait être au final d'origine romaine. C'est ce que nous allons démontrer à travers cette vidéo. L'Égypte se trouva en effet sous domination romaine dès l'an 30 avant Jésus-Christ. Cette domination allait permettre d'introduire des éléments de la culture astrologique bien implantés à Rome par l'intermédiaire des astrologues gréco-chaldéens venus de l'île de Rhodes ou de Syrie. Il est intéressant de constater que les vestiges zodiacaux d'Égypte se trouvent concentrés dans une zone longitudinalement restreinte. Le site de Dendera d'abord, et son temple d'Hathor, dans lequel furent découverts les zodiaques rectangulaires et circulaires. Le site de Thèbes, où furent découverts les sarcophages zodiacaux d'une famille gréco-romaine comprenant ceux de Sotère et de Cléopatra. Le site de Dakhla, où se trouve le tombeau de Pétosiris, présentant des figures clairement europoïdes, avec la peau blanche, les yeux bleus et les cheveux blonds. Le zodiaque de Dendera, le tombeau de Pétosiris, ainsi que les sarcophages zodiacaux sont contemporains des premiers siècles de l'occupation romaine de l'Égypte et furent conçus entre les décennies 50 et 120 de l'ère chrétienne. Précisons de plus que le mythe faisant croire que le zodiaque détruit du temple d'Esna, remonté au IIIe siècle avant notre ère, peut être lui aussi écarté dans la mesure où la symbolique des 2 poissons, rattachés par une corde au niveau de leur bouche, est totalement contemporaine des sarcophages thébains, comme nous pouvons le constater sur les représentations respectives d'Esna, de Sotère, de Héter, de Padiménipet ou de Pétaménophis entre autres. Cette digression astro-stylistique ne peut donc être, elle aussi, que contemporaine du IIe siècle de notre ère. Signalons également qu'aucun horoscope de pharaon, de roi ou de reine d'Égypte, de Narmer à Cléopâtre, ne nous est parvenu sur près de 3000 ans. Au niveau du zodiaque circulaire de Dendera, on observe que celui-ci est constitué des 12 signes traditionnels d'origine mésopotamienne, le bélier, le taureau, les gémeaux, le cancer, le lion, la vierge, la balance, le scorpion, le sagittaire, le capricorne, le verseau, et les poissons. Ce zodiaque se trouve également composé de planètes personnifiées disposées de manière à ce que les 5 astres traditionnels soient situés dans leur signe d'exaltation. C'est ainsi que Jupiter se trouve en Cancer, Mercure en Vierge, Saturne en Balance, Mars en Capricorne et Vénus en Poisson. Une pleine lune située en Poisson se trouve symbolisée par une déesse de la fertilité, plus associable à Déméter qu'à Isis, comme l'avait suggéré l'archéologue helléniste Paul Perdrizet, puisqu'elle illustre le sacrifice d'un porcelet. Bien que le pronaos illustre un homme pratiquant ce rituel, il s'avère que celui-ci se trouvait majoritairement pratiqué par les jeunes filles, comme le montrent les statuettes en terre cuite contemporaines de la présence grecque retrouvée en Égypte. La jeune fille était un aspect caractéristique de l'axe Poisson-Vierge, à la fois pour l'exaltation de Vénus, mais aussi pour la symbolique de la Vierge associée à Déméter. Une éclipse de soleil, symbolisée par l'œil Ujjat, se trouve également positionnée au niveau des poissons. Si Éric Aubourg fut le premier à nous donner la piste la plus proche de datation des positions astrales illustrées sur ce zodiaque, nous pouvons déduire que l'œil Ujjat symbolise l'éclipse solaire du 7 mars 51 avant Jésus-Christ survenue dans ce secteur. Il est important de rappeler qu'Éric Aubourg avait avancé que cette éclipse avait été presque totale au-dessus de Dendera, alors qu'elle ne l'était pas. La présence de Mercure en Vierge, alors que Vénus se trouve en Poisson, est l'indice d'une carte du ciel progressée, dont les positions astrales ont été enregistrées à plusieurs moments. Il a donc été possible de déduire que ce zodiaque présente 3, voire 4 situations astrales différentes, comme pour un thème de conception-naissance très pratiqué durant l'Antiquité par les astrologues grecs originaires de Syrie. Afin de retrouver les positions astrales exactes de ce zodiaque, il convenait de s'appuyer sur le référentiel astral de l'époque déterminant l'étoile Al-Risha à 8 degrés bélier, qui constituait à cette époque la première étoile de ce signe. Cette détermination repoussait de facto le point de départ du zodiaque 8 degrés en amont. C'est ainsi que toutes les cartes furent
construite de cette manière entre le IIIe siècle avant notre ère et le IIIe après notre ère. L'intérêt horoscopique de connaître la position de la nouvelle lune astronomique précédant l'année de naissance permettait de déterminer si l'enfant, pour une naissance à 7 mois, serait viable ou non. Si cette nouvelle lune astronomique du 7 mars 51 avant Jésus-Christ fut caractérisée par une éclipse solaire annulaire, elle n'était que partielle au-dessus de Dendera, mais bien annulaire au-dessus de Rome. Comme nous pouvons le voir avec cette reconstitution, la bande de l'éclipse traverse indiscutablement le nord de la péninsule italienne. Si cette éclipse était à son maximum au-dessus de Parme, jadis Chrysopoli, le soleil restait fortement occulté au-dessus de Rome. En revanche, il n'y avait pas de quoi s'émouvoir d'une quelconque éclipse au-dessus de l'Égypte, tant l'obscurcissement était inexistant. En outre, l'éclipse qui avait été crue par Éric Aubourg comme étant totale n'était finalement qu'annulaire et partielle. Outre la nouvelle lune précédant l'année de la pleine lune de naissance, il fallait connaître également les positions astrales favorables observées au moment de la conception. L'astrolatrie, nourrie par la superstition, allait conduire l'astrologue à observer les positions astrales au moment où la lune de conception se trouvait à l'endroit même où elle reviendrait au moment de la naissance. C'est ainsi que l'astrologue releva au 28 janvier 50 avant Jésus-Christ, jour de conception de l'enfant, les positions de Vénus, de Jupiter et de Saturne dans leurs signes respectifs d'exaltation tels que ces éphémérides l'indiquaient afin de rendre protecteur le thème de l'enfant. Ces astres se trouvent par ailleurs associés aux poissons puisque Vénus s'y trouve exaltée et que Jupiter les maîtrise. Quant à la mention de Saturne, elle est inhérente à la position du soleil de conception en Verseau, signe gouverné par ce même Saturne. Nous constatons également que la nouvelle lune astronomique suivant la conception se trouvait aussi à 10 degrés Poisson, qui n'est autre que l'endroit exact où elle se trouvera au moment de la naissance début septembre. Quant aux positions de Mars et de Mercure, soit les deux autres planètes traditionnelles restantes, elles furent déterminées une nouvelle fois dans leurs signes respectifs d'exaltation le jour de la naissance de l'enfant, soit au moment de la présence de la lune à l'endroit où elle se trouvait au moment de la conception. Dans la mesure où la lune de naissance était pleine, elle fut caractérisée par la symbolique du rite grec du sacrifice d'un porcelet à Déméter, associé à la Vierge. Sous cette dernière fut représentée Isis tenant un enfant afin de matérialiser la position du soleil au moment de la naissance de l'enfant. Voici maintenant les positions astrales reconstituées de ce que l'on doit nommer l'horoscope de conception-naissance de Dendera. On constate donc que la nouvelle lune astronomique en Poisson du 24 février 50 avant Jésus-Christ fut observée à 10 degrés Poisson, soit à l'endroit même de la conception et de la naissance, montrant ainsi l'importance particulière accordée par les astrologues chaldéens à la position de la lune dans le thème astrologique. Vénus, Jupiter, Saturne, Mercure et Mars se trouvent dans cet horoscope que l'on peut qualifier de composite dans leurs signes respectifs d'exaltation. Voici les positions astrales du zodiaque de Dendera reconstituées avec le logiciel ProAstro. La superposition de cette carte du ciel avec les figures du zodiaque permet de mieux nous représenter le ciel composite de cet horoscope d'apparence pharaonique. L'éclipse visible au-dessus de la péninsule italienne, mentionnée sur cette carte, ainsi que la technique horoscopique ne laissent guère de doute quant à l'origine romaine de cette œuvre égyptienne. Le choix du temple d'Hathor pour édifier ce zodiaque n'était pas hasardeux dans la mesure où la carte du ciel en question plaçait la lune dans le signe d'exaltation de Vénus. Par ailleurs, le culte associé à la protection des naissances prenait tout son sens pour la naissance d'un enfant prématuré de 7 mois. Il faut également savoir que ce temple fut restauré par l'empereur romain Tibère qui avait pour conseiller l'astrologue Thrasyllus. Si le pronaos du temple fut édifié sous ce même empereur, sa décoration zodiacale fut achevée sous l'empereur Néron. Il est important de rappeler que les astrologues d'ascendance gréco-chaldéenne avaient une emprise importante sur les empereurs romains. Tibère était par exemple sous l'influence de Thrasyllus, l'empereur Claude fut sous l'influence du fils de Thrasyllus, à savoir Balbillus, lui-même astrologue de Néron. Claudius Balbillus devient même préfet d'Égypte sous Néron. Il était connu pour avoir en sa possession de vieux horoscopes de Rome et même de Cilicie, de Commagène, d'Arménie ou de Syrie. Ce fut donc l'un des horoscopes transmis de génération en génération qui orna le temple d'Hathor. Le zodiaque de Dendera illustre donc bien un horoscope de conception-naissance d'un natif de Rome de l'an 50 avant Jésus-Christ et qui était un proche parent de Claudius Balbillus, astrologue conseil et préfet d'Égypte. Cet horoscope, au regard de sa datation et de sa filiation intime, ne pouvait être que celui de son père Thrasyllus. Celui-ci était assurément un fils d'astrologue chaldéen déporté à Rome. Ainsi, durant la décennie 60 avant Jésus-Christ, les astrologues originaires du Levant se trouvèrent pour la plupart déportés vers Rome, à l'instar de Manilius d'Antioche, que les Romains considéraient comme le père de l'astrologie.
Thrasyllus, que l'on désigne à tort comme originaire d'Égypte ou de Rhodes, était le fils de l'un de ces astrologues déportés, expliquant pourquoi son fils Balbillus, initiateur du zodiaque de Dendera, avait hérité des horoscopes de ses aïeux. Ils venaient pour la plupart d'Antioche et allaient se former à Rhodes, véritable base de repli des astrologues. Ils perpétuèrent ainsi la culture astrologique de Mésopotamie où furent développés les premiers horoscopes et les figures zodiacales qui nous sont parvenus. Le mimétisme flagrant entre les figures zodiacales des Kudurus mésopotamiens datant du XIIe siècle avant notre ère et les représentations zodiacales de Dendera ne laisse guère de doute quant à l'origine chaldéo-séleucide de ce zodiaque. Précisons par ailleurs que Thrasyllus et Balbillus étaient des descendants de la famille d'Antiochos Ier de Commagène qui avait fondé un culte associé aux astres. Nous pouvons affirmer avec certitude que le zodiaque de Dendera est bien une œuvre d'origine romaine, réalisée à la demande d'un astrologue d'ascendance syrienne, en l'occurrence Claudius Balbillus, alors préfet d'Égypte.